Alors après les perroquets, on va parler des abeilles. Donc là, j'appelle Mathieu Lioro. Donc là, c'est encore vraiment un autre sujet. Mathieu Lioro qui est par là, j'espère. Ah bah le voilà, génial. Qui est chercheur au CNRS à Toulouse et qui est spécialisé, lui, dans l'intelligence des insectes. Alors, il a travaillé sur la communication des fourmis, la personnalité des blattes, ça j'adore. Le vote des mouches, qui sont des alcooliques, hein, bon bref, et la pensée des abeilles. Alors je sais pas, Mathieu, je vais vous laisser. Voilà, vous voulez vous mettre là-bas parce que là je vais laisser Mathieu parce qu'il a plein de vidéos, plein de photos à vous montrer. Et donc il va nous parler du contenu de son livre À quoi pensent les abeilles pendant 1 heure. Après nous aurons les questions-réponses et puis après nous aurons la dédicace de son livre avant notre table ronde sur l'animal médecin. C'est quand même mieux avec un micro. C'est plus pratique. Merci Mathieu. Merci d'être là. Et ben, je pense qu'il peut y avoir quelques applaudissements, non? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ah, ça marche. Donc effectivement, moi je travaille dans un autre univers. Je suis bien avec vous aujourd'hui. Je suis directeur de recherche au CNRS. Et je mène un groupe de recherche à Toulouse qui s'intéresse à l'intelligence des insectes. On essaie de comprendre les frontières, les limites de l'intelligence des insectes, en particulier chez les abeilles, mais pas que. Et cette recherche fondamentale, elle nous permet de mieux comprendre les cerveaux animaux. Donc là, on est chez les cerveaux les plus petits qui existent. Elle nous permet de mieux comprendre notre intelligence à nous également, puisqu'on va voir, il y a pas mal de parallèles à faire. Et puis, je vais essayer de vous montrer que également ces recherches purement fondamentales nous permettent de trouver des solutions pour améliorer notre vie et notre impact sur l'environnement, pour la conservation et potentiellement on peut changer l'agriculture. Alors ça marche. Mais avant tout, je voulais voir avec vous, redéfinir un petit peu ce qu'on entendait par abeille, parce qu'il y a peut-être un malentendu. Donc peut-être en venant ici, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est que j'allais vous parler de ça. Alors vous allez me dire, ça c'est une abeille, effectivement. Eh oui, vous avez raison. Je fais un monologue là avec les questions et les réponses. C'est effectivement une abeille, mais cette abeille est très particulière. Cette abeille, c'est ce qu'on appelle l'abeille domestique ou l'abeille européenne, l'abeille à miel ou Apis mellifera. Appelez-la comme vous voulez, c'est la même. Cette abeille, elle est extrêmement particulière pour plusieurs raisons. Parce que la première raison, c'est qu'elle vit dans des colonies extrêmement vastes. Vous avez peut-être déjà eu la chance d'ouvrir une ruche d'abeilles et de soulever un cadre. À l'intérieur, vous voyez ça. Ça peut aller jusqu'à 80 000 individus. Okay, donc on a une société qui est extrêmement grande, extrêmement sophistiquée, élaborée, qui a étonné l'homme depuis toujours, en fait, depuis qu'on connaît ces animaux, depuis plusieurs millénaires. Et donc dans cette colonie, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un individu, une femelle, qui va pondre tous les œufs. Et tous les autres, c'est ses filles et ses fils. Majorité des filles. Ces filles, elles vont être stériles, elles ne vont pas pouvoir se reproduire. Ce qu'elles font de leur vie, c'est qu'elles travaillent, elles construisent un nid, elles nourrissent les futures filles, elles nourrissent la reine également, pour qu'il y ait une colonie qui se perpétue. D'accord? Donc c'est ça c'est l'abeille domestique. Une reine, des filles qui sont des ouvrières, et chaque ouvrière va assurer un rôle différent dans la colonie. On va avoir les plus jeunes qui vont s'occuper des larves. Puis plus elles vieillissent, plus elles vont commencer à construire le nid. Puis plus elles vieillissent, plus elles vont sortir du nid, peut-être garder le nid pour lutter contre les invasions de prédateurs, par exemple. Et puis les plus anciennes, elles vont aller butiner. OK? Donc ça, c'est l'abeille domestique. C'est une espèce qui est extrêmement particulière parce qu'également, elle produit des quantités de miel hallucinantes. Comme vous savez, aujourd'hui, on la cultive en masse pour récupérer ce miel et tout le monde adore ça. La majorité des gens adorent ça. Mais en fait, cette espèce d'abeille, c'est une espèce. Et les abeilles, c'est un groupe qui est beaucoup plus vaste que ça. Donc, cette abeille domestique, c'est un icône, un symbole, si vous voulez. Mais en fait, quand on parle d'abeilles, on devrait parler de toutes ces autres espèces. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir en France, qu'on peut les voir à Paris également. Hein. Peut-être vous avez déjà vu ça. Ça, c'est une osmie. Ça, c'est un xylocope. Là, il y a des andrènes. Ça, ce sont des abeilles qu'on voit au printemps, qui butinent sur les fleurs, comme les abeilles domestiques. Ces abeilles-là, par contre, elles sont solitaires. C'est une femelle qui pond des œufs et qui fait tout le reste. Elle construit son nid, elle va chercher à manger, elle nourrit les larves, et souvent ça s'arrête là. On a aussi tout un groupe
d'espèces d'abeilles qui sont sociales, comme les abeilles domestiques, qu'on appelle les bourdons. Les bourdons, c'est hyper commun. Il y en a, j'imagine, plein à Paris, dans les jardins au printemps et en été. Les bourdons, ce sont des grosses abeilles avec une reine, des ouvrières, un nid, et ça fonctionne comme ça en colonie. Ça butine. Et donc toutes ces espèces d'abeilles, là, bah, elles ont plus ou moins la même biologie que les abeilles domestiques, mais ça ne vit pas dans des colonies extrêmement sophistiquées. Et surtout, elles sont toutes sauvages, elles ne sont pas du tout domestiquées. Et puis, on a quelques abeilles, également en France ici, qui, elles, n'ont pas de nid, mais elles pondent leurs œufs dans les nids des autres abeilles. Ce sont des abeilles coucous, tout comme les oiseaux coucous, qui parasitent en fait les autres espèces. Ça, c'est quelques espèces que vous pouvez voir autour de chez vous. En fait, en France, on pense qu'il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles. Okay, donc les abeilles, ce n'est pas l'abeille domestique, c'est les 1000 espèces d'abeilles. Et toutes ces espèces d'abeilles, bah, elles constituent en fait une petite partie, une petite fraction des espèces qu'on trouve dans le monde entier. On pense qu'il y en a 20 000, et on n'est pas sûr de ce chiffre, parce que la majorité de ces espèces, elles vivent dans les forêts tropicales, potentiellement en haut des arbres, très très haut dans la canopée, et on n'a pas encore fait les inventaires de toutes ces espèces. Et puis ces espèces d'abeilles, en fait, quand on les replace dans un arbre phylogénétique, dans un arbre qui trace les relations entre les différentes espèces, on voit bien que ce sont des insectes. Elles sont ici, les abeilles. Ce sont des insectes, et c'est un groupe qui est frère du groupe des fourmis. Donc, les abeilles et les fourmis, c'est quasiment la même chose, ça a divergé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est un nombre d'espèces sur Terre qui est assez faramineux. Et puis ces abeilles et ces fourmis, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des guêpes. Donc, les guêpes, c'est un groupe très très ancien d'insectes qui est arrivé sur Terre, qui était carnivore. Et puis certaines de ces guêpes, à un moment donné, elles ont découvert les plantes à fleurs, elles ont commencé à aller se nourrir de nectar et de pollen sur ces plantes à fleurs il y a très très longtemps, plusieurs millions d'années. Et puis à un moment donné, on a une partie de ces guêpes qui sont devenues complètement véganes. Et c'est nos abeilles d'aujourd'hui. C'est 20 000 espèces. Donc c'est ça dont moi je vais parler aujourd'hui. Et toutes ces espèces d'abeilles partagent une chose, c'est le fait qu'elles mangent strictement le produit des fleurs. Okay, le nectar et le pollen. Le nectar, c'est de l'énergie, le pollen, c'est des protéines. Et donc, toutes ces abeilles, eh bien, il va falloir qu'elles aillent butiner, il faut trouver les fleurs, etc., etc. Et en allant prendre le nectar des différentes fleurs et en se déplaçant de fleur en fleur, elles vont également transporter de manière passive, là, ça ne marche plus, le pollen. Et en transportant le pollen de plante en plante, elles vont assurer la reproduction des plantes. Okay, donc ça, c'est un comportement extrêmement banal, mais qui est fondamental pour la vie terrestre, en fait. Il y a tous les animaux... Voilà, ça défile tout seul. Donc il y a tous les animaux qui se nourrissent de plantes qui sont directement tributaires de ce travail de reproduction des plantes. Et puis il y a tous les animaux qui mangent les animaux qui se nourrissent des plantes. Et tous les animaux qui mangent les animaux qui mangent les animaux qui se nourrissent des plantes, etc., etc., et nous inclus. Donc s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, il y a beaucoup moins d'animaux sur Terre. En fait, tous les écosystèmes sont complètement bouleversés. Donc, excusez-moi, c'est un petit peu de mal. Bon, bref. Voilà. Bon. Donc là, j'espère que je vous ai convaincu sur le fait que les abeilles, c'est un très grand groupe d'animaux qui assurent une tâche écosystémique qui est vitale pour la survie des espèces en général qui vivent sur les terres immergées. Et ces espèces d'abeilles, peut-être vous en avez déjà entendu parler, elles sont particulièrement intelligentes. En tout cas, on voit des manifestations d'apprentissage et de mémoire qui sont perturbantes à nos yeux. Et on pense que cette intelligence, petite intelligence, elle a évolué justement à cause de ce problème de butiner. Je m'explique. Butiner, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Quand on voit une abeille, on la voit sur une fleur. Et puis voilà, on peut ne pas se poser de questions de ce qui se passe. Mais en fait, butiner, à partir d'un nid, puisque la majorité des espèces d'abeilles ont un nid, c'est une tâche qui est potentiellement complexe. Je m'explique. Si vous êtes une abeille et que vous vivez dans un nid, vous êtes d'abord une larve, vous vous développez dans ce nid, souvent il est sombre ce nid, il est dans le noir, puis à un moment donné, il va falloir vous nourrir. Donc il va falloir trouver dans votre environnement, qui peut être vaste, des sources de nourriture. Ici, ce sont ces disques-là, colorés. On a des petites sources de nourriture, des grandes sources de nourriture variée, de bonne qualité, de mauvaise qualité, etc. Si vous êtes une abeille, le but du jeu, c'est de trouver ces sources de nourriture et de, bien sûr, vous nourrir. Pour cela, il va falloir faire plusieurs choses. La première chose, c'est tout d'abord d'apprendre à voler. Okay, quand vous étiez une larve, dans le noir, il n'y avait pas besoin de voler. Donc, ce que font les abeilles, c'est que quand elles commencent à sortir de la ruche, elles font des vols d'orientation
Elles prennent des images mentales de l'environnement pour apprendre à se repérer et à pouvoir revenir au nid. Si elles n'arrivent pas à revenir au nid, l'abeille meurt. À ce moment-là, il va également y avoir de l'exploration. Il va falloir aller voir d'un côté ou de l'autre s'il y a des ressources. Puis après, il va falloir localiser les ressources, et potentiellement les comparer. Une abeille n'a pas de programme inné de ce que c'est qu'une fleur. Elle peut être attirée par certaines couleurs, par certaines odeurs, mais elle ne sait pas exactement ce que c'est qu'une fleur. Et encore moins, quelles sont les meilleures fleurs qui sont disponibles dans l'environnement. Donc ce qu'elle va devoir faire, l'abeille, c'est qu'elle va devoir goûter les fleurs, décider si c'est une bonne fleur, et puis apprendre à la reconnaître, cette fleur. Les fleurs, elles varient en couleur, en forme, en taille, en odeur, etc. Donc là, à ce moment-là, il y a plein d'apprentissages qui se passent, potentiellement. Puis lorsque l'abeille a trouvé la bonne fleur, pour remplir son estomac avec assez de nectar pour nourrir ses larves, il va falloir en visiter des centaines de fleurs. Parce que chaque fleur, ça donne à peu près 1 microlitre de nectar. C'est rien. Donc il va falloir en visiter une petite centaine de fleurs. Si ces fleurs elles sont distribuées dans l'environnement, il va falloir potentiellement voyager entre plusieurs endroits dans l'environnement. Donc peut-être planifier une route, potentiellement. Optimiser un trajet. C'est pas simple non plus, ça. Et puis, si on est une espèce sociale, on va avoir plusieurs abeilles qui vont faire la même chose à partir de notre nid. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça va être intéressant soit de suivre les autres, de copier, d'utiliser l'information sociale, soit d'éviter les autres pour pas que tout le monde aille butiner la même fleur. Ça ne sert à rien. Donc là, il y a l'interprétation de l'information sociale qui est importante, potentiellement. Et puis l'environnement est dynamique, donc à un moment donné, les fleurs rouges, peut-être qu'il n'y en a plus. Donc il faut pouvoir s'adapter, aller voir des fleurs blanches. Voilà, tout ça pour vous dire que butiner, en fait, quand on y pense, quand on pose le problème sur une feuille de papier, c'est potentiellement compliqué et ça implique de résoudre plusieurs opérations mentales. Ça implique d'apprendre très rapidement à se repérer, à identifier les plantes, à choisir les meilleures et à bien se déplacer entre elles. Et tout ça avec ce qu'on a. Quand on est une abeille, une fourmi, une guêpe, on a un cerveau qui est tout petit. Donc qui fait à peu près 1 millimètre cube. Donc ça, c'est une image en 3D d'un cerveau qui a été scanné. Donc il y a vraiment un cerveau, il y a des neurones dans ce cerveau, il est constitué à peu près comme le nôtre, il n'a pas la même forme, mais il est tout petit. Et il y a 1 million de neurones, un peu moins d'1 million de neurones dans ce cerveau d'abeille, on en a 100 milliards. Et avec ce un petit peu moins d'1 million de neurones, il va falloir faire tout ce que je vous ai décrit plus tôt, et peut-être potentiellement plus de choses. Des choses auxquelles on ne pense pas encore. Donc là, pour les curieux, comment il a organisé ce cerveau, on a ici les yeux. Donc ça, c'est la zone visuelle. Donc vous savez, les abeilles ont des gros yeux. Donc toutes les informations visuelles, elles arrivent ici. Elles sont traitées ici, puis après, elles partent ici, dans ce qu'on appelle les corps champignonneux. On pense que dans les corps champignonneux, c'est là où se produisent les formes de mémoire les plus longues. C'est un peu comme notre lobe temporal. Ouais. Et puis là, il faut imaginer les antennes ici. Donc ici, ce sont les lobes olfactifs. Toutes les informations olfactives arrivent ici, elles sont traitées et elles sont envoyées ici. Ce qui permet, à ce niveau-là, de faire des mémoires qui impliquent l'olfaction, la vision, etc., etc. Mais en vrai, comment ça marche, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment parce que c'est encore compliqué de faire des images du cerveau d'une abeille en activité. À présent, ce qu'il faut faire, c'est mettre l'abeille en contention. Il ne faut plus qu'elle bouge pour pas que le dispositif bouge non plus. Et donc, quand une abeille ne bouge plus, on ne peut pas lui faire des choses extraordinaires. On peut lui présenter des images ou des odeurs, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, moi, je dirige une équipe de recherche qui étudie spécifiquement l'intelligence des abeilles. Bien sûr, je ne suis pas le seul. Ce type de recherche, ça a commencé il y a plus d'1 siècle, à différentes vitesses. Les premiers à avoir fait ça, ce sont les premiers naturalistes, Darwin, Favre en France. C'était des gens qui étaient dans leur jardin et qui observaient les insectes et qui essayaient d'inférer, par ces observations comportementales, des capacités intellectuelles. Mais il n'y avait pas d'expérience. Donc c'était des fois un petit peu... Ça partait un petit peu dans la poésie et voilà, on faisait ce qu'on pouvait. Et puis depuis, dans les années surtout 50, 60, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont dédié leur vie à ces recherches et qui ont décrit tout un tas de concepts chez les abeilles.
mais qui sont des concepts qu'on a souvent en commun, comme la numérosité, la transmission culturelle, l'existence d'émotions, les personnalités, l'apprentissage de concepts, etc. etc. Et aujourd'hui, en 2020, ben, on est perçu très sérieusement par le reste de la communauté scientifique, ce qui n'était pas forcément le cas à cette époque. Très bien. Donc je ne vais pas vous raconter tout ça aujourd'hui, mais je vais donner quelques exemples. Les premiers à s'être posé ce type de questions, est-ce que les abeilles peuvent utiliser leur cerveau, à quoi il sert? Ben, ce sont les premiers naturalistes, notamment, peut-être vous connaissez celui-ci. Ah, j'arrête pas de faire des erreurs. Peut-être vous connaissez celui-ci, Carl von Frisch. Donc là, il y a une petite erreur dans la date, hein, bien sûr, il est né en 1886. Carl von Frisch, c'est un professeur allemand très célèbre, c'est le père de l'éthologie, un des pères de l'éthologie, donc de l'étude du comportement animal. Moi, aujourd'hui, je suis éthologue. Von Frisch, il a découvert plein de choses, on va en discuter. Une des choses qu'il a découvert, c'est que les abeilles voyaient le monde en couleur. C'était les premières questions qu'on se posait à cette époque-là. Qu'est-ce que perçoit une abeille, en fait? Et puis, un petit peu avant lui, on a eu Charles Turner. Charles Turner, probablement, lui, vous ne le connaissez pas. Mais il avait découvert déjà la vision des abeilles et pas mal d'autres concepts, une vingtaine ou une trentaine d'années avant von Frisch et tous les autres. Le problème de Turner, comme vous le voyez sur cette photo, c'est qu'il n'avait pas la bonne couleur. Donc Turner, c'était un noir afro-américain à la mauvaise période. Et en fait, aujourd'hui, il est reconnu comme un pionnier de l'étude du comportement animal et de l'intelligence animale. Mais à l'époque, on ne lui a pas ouvert les portes. Donc il a quand même fait des travaux, il a quand même publié dans les meilleures revues, mais ces travaux ont été rapidement oubliés. Et les gens ont réinventé la roue, donc ils ont refait du Turner 20-30 ans après. Alors là, il y a eu des prix Nobel, notamment Carl von Frisch. Je ne dis pas que Carl von Frisch connaissait les travaux de Turner, mais voilà. Donc ce qu'ont fait ces deux personnages, c'est qu'ils se sont posé la question, est-ce que les abeilles pouvaient voir les couleurs? Et pour ça, ce sont les premiers à avoir fait des expériences où ils ont eu l'idée de marquer les abeilles. Donc, quand il y a une abeille qui passe devant nous, là, sur cette table par exemple, je mets un petit peu d'eau sucrée sur la table. S'il y a une abeille qui arrive, il suffit que je mette une petite goutte de peinture sur le thorax. Comme ça, je sais la reconnaître. Si elle revient, je sais laquelle c'est. Puis si j'en mets une goutte de peinture d'une autre couleur sur le thorax d'une autre abeille, ben, je sais que c'est une autre abeille qui arrive. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appris à certaines abeilles en particulier à aller récupérer de l'eau sucrée dans une coupelle qui était posée sur une table comme ça, au-dessus de petits morceaux de carton. Okay, vous voyez les morceaux de carton, il y a des morceaux de carton qui sont colorés, donc ils ont différentes couleurs. Et par exemple, von Frisch a appris aux abeilles à aller visiter de l'eau sucrée sur un carton bleu. Et à ne pas visiter les cartons des autres couleurs, donc il faut imaginer ici des autres couleurs, car ici, il n'y avait que de l'eau, qui n'est pas une récompense pour les abeilles. Donc les abeilles apprennent à visiter les cartons avec de l'eau sucrée, ils reviennent, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. Et entre-temps, von Frisch mélange les cartons pour vérifier que les abeilles ne se fient pas juste à des repères spatiaux, mais simplement aux couleurs. Et puis ensuite, ce qu'a fait von Frisch, c'est qu'il a mélangé le carton de la couleur désirée, le bleu ici, à des cartons gris, de différents niveaux. Et il a pu démontrer ainsi que les abeilles retournaient bien sur le carton bleu à chaque fois et ne se faisaient pas leurrer par différents gradients de gris. Ça montre que les abeilles perçoivent le bleu. Il a fait ça pour tout plein de couleurs, et il s'est aperçu que les abeilles voyaient très bien, en fait, en couleur. Elles voient à peu près de l'orange au bleu, et elles voient même plus loin que le bleu. Elles voient les ultraviolets, des choses que nous, on ne peut pas voir, des couleurs qu'on ne peut pas voir. Donc elles ont, les abeilles, une vision qui est assez similaire de la nôtre, mais elles voient plus de couleurs. Puis à un moment donné, ici, vers les rouges, elles voient moins de couleurs que nous. Elles ne voient pas le rouge. Le rouge, c'est du gris. Donc un beau coquelicot rouge, pour une abeille, c'est pas rouge. C'est certainement gris. Donc là, je vous ai mis une photo où on voit la même fleur, hein, ça c'est vu par l'œil humain. Et là, c'est vu avec une lentille qui laisse passer simplement les UV. Donc il faut imaginer que l'abeille voit quelque chose qui est entre les deux. Donc elle voit le jaune, mais elle voit en plus, par-dessus le jaune, un pattern qui est certainement un petit peu grisâtre, okay, qui est ultraviolet. Donc elle voit le monde un petit peu différemment de nous. Donc après, tout à l'heure, je vous ai dit comment, voilà, ces abeilles, pour aller butiner, il va falloir qu'elles apprennent à naviguer, à se repérer. Donc ça aussi, c'est des vieilles questions. Hein. Ça, c'est Darwin, le premier à avoir posé ces questions. Donc Charles Darwin, vous le connaissez, c'est le co-inventeur de la théorie de l'évolution par sélection naturelle. C'est un des scientifiques les plus connus et les plus influents aujourd'hui, encore à l'heure actuelle. Darwin, il a voyagé une partie de sa vie, dans sa jeunesse. Il a fait un inventaire de la faune, de la flore, et puis il a développé sa théorie.
Puis dans la deuxième partie de sa vie, il s'est installé au sud de Londres, dans une grande maison, avec un grand jardin. Et là, il a fait des expériences pour tester sa théorie. Et c'est pour ça qu'il est connu, c'est qu'il a testé sa théorie. Et tout ce qui n'allait pas avec sa théorie, ça l'entêtait, et donc il changeait sa théorie. Et donc Darwin, pendant cette année 1854, il s'est pris la tête justement avec les abeilles, avec les bourdons. Ça, c'est un diagramme de son jardin. Et en fait, dans son jardin, il voyait des bourdons qui se baladaient de buisson en buisson. Et puis il se posait la question, est-ce que ces bourdons développent des routes? Parce qu'ils ont l'air de toujours aller sur les mêmes buissons. Et potentiellement, c'est toujours le même individu et qui développe une route. Et donc, s'ils développent des routes, ils sont particulièrement intelligents, ils peuvent planifier des choses, etc. Et pour tester cette hypothèse, comme souvent, Darwin, il a utilisé sa famille, ses enfants notamment. Il avait plein d'enfants, Darwin. Et donc, il a émis des enfants un peu partout dans le jardin, à des positions stratégiques. Et à chaque fois qu'un enfant voyait un bourdon, il levait la main et disait « un bourdon ici ». Darwin prenait note. Et à la fin de la journée, il pouvait reconstruire les trajectoires des différents bourdons. Sauf que dans cet article, il décrit en fait sa tentative, et il décrit pourquoi elle a échoué, c'est qu'il n'avait jamais marqué les bourdons. Donc, si bien il y avait un enfant qui voyait un bourdon, c'était peut-être toujours un bourdon différent. Donc, on ne pouvait pas forcément faire le lien entre le bourdon qui avait été vu ici et le bourdon qui avait été vu ici. Donc ça, c'est le genre de questions que nous, maintenant, on se pose, 150 ans plus tard, notamment à Toulouse, dans mon équipe. On n'utilise plus des enfants, parfois on utilise des étudiants, mais surtout, ce qu'on utilise, c'est ça, des radars. Donc les radars, ça a l'avantage de pouvoir suivre les bourdons de manière automatisée lorsqu'ils se déplacent sur 1 kilomètre de diamètre. Donc le bourdon, ou l'abeille, il faut l'équiper d'une petite antenne, donc c'est juste un morceau de métal avec une diode. A priori, ça fait pas mal. C'est léger, c'est plus léger qu'un grain de pollen. Et puis, cette antenne, elle est perçue par le radar. Donc le radar, il émet une onde dans l'environnement. Cette onde, elle est renvoyée en partie par l'antenne. Ah, l'abeille a disparu. Ce qui nous permet d'identifier la coordonnée en 2 dimensions de l'abeille lorsqu'elle se déplace. Ah, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le radar, il tourne, bien sûr. Et donc là, je vais vous raconter un peu une expérience qu'on a faite il y a quelques années pour tester l'hypothèse de Darwin. Donc on avait un radar dans un champ, un bourdon avec une antenne, et on avait bien soigneusement coupé toutes les fleurs naturelles dans le champ pour être sûr que le bourdon n'aille pas voir nos fleurs, les fleurs naturelles, pour être sûr qu'il aille voir ce qu'on appelle nos fleurs artificielles, pardon. Donc simplement un bout de plastique avec de l'eau sucrée. Avoir des fleurs artificielles, ça nous permet de savoir où le bourdon doit se déplacer pour aller butiner, et donc de lui proposer un problème de navigation. Donc ici, par exemple, voilà l'expérience qu'on a faite. J'ai placé mon nid de bourdon dans un champ, avec le radar ici, qui éclairait toute cette zone. Et j'ai ouvert la porte du nid, j'ai sélectionné un bourdon, j'ai mis une antenne, et je l'ai laissé butiner. Ici, j'avais placé 5 fleurs artificielles, donc 5 morceaux de plastique avec de l'eau sucrée. Et ces 5 fleurs, elles étaient complètement identiques. J'avais calculé la quantité d'eau sucrée qui était nécessaire pour que le bourdon il remplisse son estomac en visitant les 5 fleurs. Donc le but du jeu pour le bourdon, c'est d'aller visiter les 5 fleurs. Bien sûr, il ne connaît pas cet environnement, le bourdon. Donc il va le découvrir en premier. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 50 mètres entre les différentes fleurs. Donc c'est très loin. Pour un bourdon, il ne peut pas voir les fleurs d'un point à l'autre. Là, je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai une vidéo à vous montrer. Ça ne marche pas. Est-ce qu'en régie, vous pouvez activer en cliquant sur ce carré? Ouais. Allez-y. Cliquez. N'importe où. Voilà, très bien. Donc ça, c'est une trace accélérée du vol du bourdon la première fois qu'il sort. Donc le bourdon, il est sorti d'ici, il a été à la fleur 1, la fleur 2, elles sont proches du nid. Il est allé à la fleur 3, puis après il est retourné à la fleur 2 qui était vide, à la fleur 1 qui était vide, à la fleur 2 qui était vide, à la fleur 3 qui était vide. Il a fait de l'exploration autour de la fleur 3. Il est revenu à la fleur 1 qui était également vide. Et puis au bout d'une heure, c'est accéléré ça, au bout d'une heure, le bourdon il est rentré au nid. Donc vous avez vu, il a visité 3 fleurs. Si on fait la même chose à la fin de la journée, donc on a laissé le bourdon butiner sur nos fleurs artificielles à la fin de la journée, si vous pouvez cliquer encore une fois sur le... Voilà, très bien. Le même bourdon à la fin de la journée. Voilà, très bien. Donc il va à la fleur 5, 4, 3
2, 1, 0. Ça dure 10 minutes. Voilà. Donc ça nous montre bien que sans aucune intervention externe, le bourdon a appris à s'orienter, à développer une route entre les différentes fleurs, et cette route-là, c'est la route optimale. Donc là, ça peut paraître simple. On voit de haut un pentagone, mais moi, si on me met dans un champ comme ça avec des fleurs qui sont très très éloignées, je ne suis pas sûr qu'à la fin de la journée, j'ai moi-même compris la tâche à résoudre. Peut-être vous. Hein. Alors on parle également de langage. Tout à l'heure, j'ai entendu que les perroquets discutaient et avaient un langage corporel. Bon, bah, les abeilles également ont un langage. Hein. Donc ça, c'est également des travaux de Karl von Frisch. Si vous pouvez appuyer... Ouais. Si vous pouvez appuyer également sur la vidéo, excusez-moi. Les travaux de Karl von Frisch. Karl von Frisch, il est surtout très connu parce qu'il a décodé ça. Là. Ce qui se passe dans une ruche d'abeilles, lorsqu'une abeille retourne d'un voyage où elle a découvert de la nourriture. Elle fait cette danse qui est ritualisée, vous voyez, elle fait un 8 avec un zigzag au milieu. Et toutes les abeilles qui trouvent de la nourriture font ça. Elles font un zigzag et un 8. Elles font ça dans le noir et à la verticale. Donc ça, on connaissait ça depuis l'Antiquité. Ce qui est nouveau, c'est que von Frisch, comme je vous ai dit, il a passé sa vie à regarder les abeilles. On ne l'a pas embêté pour ça. Et en fait, c'était le début où il y avait des chronomètres, il y avait des compas un petit peu sophistiqués et tout, et des ruches qui étaient ouvertes avec une glace. C'est bien qu'on peut voir à l'intérieur de la ruche, on peut regarder les abeilles. Donc on peut faire des mesures, etc. Et von Frisch, il s'est amusé à entraîner des abeilles, à aller voir butiner sur des cartons de différentes couleurs, dans différents endroits, dans un champ. Et puis il a essayé de corréler la danse des abeilles à la position de la source de nourriture. Et il s'est rendu compte qu'en fait, voilà, on a ça, une équation très simple. C'est-à-dire que cette danse, elle a un angle par rapport à la verticale de la ruche. Okay, comme ça ou comme ça. Et cet angle, en fait, il est exactement corrélé avec l'angle que forment la position du soleil, la ruche et la source de nourriture qui a été découverte. Il y a aussi la durée de cette phase en zigzag, frétillante. Plus cette phase frétillante dans la danse est longue, plus la distance entre la ruche et la fleur est grande. Ça, c'est très bien corrélé également. Et puis, il y a le nombre de fois où cette danse elle est répétée par la danseuse. Et bien ça, c'est lié à la profitabilité de la ressource. En gros, combien il y a de ressources qui est disponible dans l'environnement. Donc, en suivant cette danse, une abeille qui n'a jamais été dehors, ou qui a déjà été dehors, mais qui n'a jamais vu la source de nourriture en question, dans le noir, peut directement sortir et aller se diriger vers la source de nourriture qui a été découverte. Et ça, c'est un cas de communication symbolique chez des animaux déjà, encore plus chez les animaux, chez les invertébrés. Donc ça a eu le prix Nobel, il y a 50 ans. Alors on parle également de vote. Donc par le même processus de danse, on va avoir un phénomène de vote qui va se produire tous les ans dans les colonies d'abeilles domestiques, lorsqu'il va falloir trouver un nouveau nid. Donc ces abeilles là, comme je vous ai dit, elles vivent dans une ruche. Et puis à un moment donné, il y a trop de monde dans la ruche, il n'y a plus de place. Les abeilles vont produire une nouvelle reine. On va donc avoir de manière transitoire 2 reines. Okay, et une des 2 reines va partir avec la moitié de la colonie, fonder une nouvelle colonie. Donc il y a une reproduction par fission. Ce que vont faire ces abeilles qui partent, c'est qu'elles vont sortir de la ruche et elles vont souvent on dit qu'elles essaiment, mais elles se mettent en amas sur une branche d'arbre pendant quelques jours. Vous les voyez souvent, vous pouvez en voir au printemps, et à ce moment-là, elles sont complètement inoffensives. Et ce qui se passe là, c'est qu'il va y avoir tout un système où des abeilles vont partir, explorer l'environnement, et chercher pour des nouveaux sites de nidification, des nouvelles ruches, des nouveaux troncs d'arbres avec un trou. Et individuellement, elles vont aller identifier, estimer la qualité de ces nouveaux sites de nidification pour accueillir le nouvel essaim, la nouvelle colonie. Donc ces abeilles exploratrices, elles vont revenir à la colonie et elles vont danser, comme tout à l'heure. Cette fois-ci pour dire, là-bas, il y a un super site de nidification, il faut qu'on y aille. En faisant ça, elles vont attirer d'autres abeilles qui vont aller estimer la qualité du site et qui vont danser ou pas danser. Et ainsi de suite, on peut avoir des abeilles qui dansent pour différents sites. Okay, ces abeilles qui dansent pour différents sites, elles vont créer des mouvements au sein de l'essaim, avec plein d'abeilles qui disent c'est celui-là le site le meilleur, c'est celui-là le meilleur, c'est celui-là le meilleur. Et à un moment donné, on va atteindre une majorité. Okay, il va y avoir un quorum où un très grand nombre d'abeilles va danser pour le même site et tout le monde va s'envoler. Donc, par exemple, ça c'est une expérience de Tom Seeley, un collègue américain, qui a démontré ça pour la première fois. Et ici, vous avez
ce sont des diagrammes directionnels. Vous avez dans le temps, pendant 2 jours, 3 jours, les danses de toutes les exploratrices sur un essaim. Vous voyez que ça commence ici, ce jour-là, là, le 20 juillet, le matin. On a plein d'abeilles qui dansent pour ce site-là, qui se situe à l'est. Et puis à un moment donné, là, quelques heures plus tard, on a un site qui est trouvé au sud, qui attire de plus en plus de monde. Puis à la fin de la journée, on a le sud et puis le sud-ouest. Et puis le sud-ouest ici. Et le sud-ouest. Et le lendemain, tout le monde va au sud-ouest. Donc il y a eu un vote avec différentes opinions qui étaient différentes entre les abeilles. Et ça a abouti à une décision collective. Et le plus souvent, c'est le meilleur site qui est sélectionné par ce processus. Alors, il y a des gens également... Si vous pouvez cliquer sur la vidéo, s'il vous plaît. On a des collègues également qui s'intéressent à l'apprentissage social. Je vous ai dit, les abeilles peuvent s'observer les unes les autres. Et on peut étudier ça en laboratoire avec des bourdons. Pourquoi les bourdons? Parce que c'est plus robuste en laboratoire, ça ne pique pas, c'est gentil. Donc par exemple, on peut faire apprendre à des bourdons à aller butiner sur une plateforme bleue. Mais cette plateforme bleue, elle est recouverte d'un plexiglas. Donc pour atteindre la plateforme, il faut tirer une corde. Okay, ça, c'est une tâche qui est ridicule, ça n'existe pas dans la nature. Les bourdons ne tirent pas de corde. Mais on peut leur apprendre à faire ça dans un laboratoire. Donc là, on a un bourdon qui, après plusieurs jours d'entraînement, tire une corde pour aller chercher de la nourriture. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire observer ce bourdon expérimenté par un bourdon naïf. Il y a un bourdon naïf qui voit, à travers une vitre, le bourdon expérimenté qui tire la corde. Ensuite, on place le bourdon naïf qui a observé dans l'arène, et qu'est-ce qu'il fait dans la majorité des cas? Il tire la corde. Donc, par observation, ces insectes sont capables d'acquérir des nouvelles techniques de butinage. Ici, c'est complètement artificiel, bien sûr. Mais ça vous montre qu'il y a des traits culturels qui peuvent se transmettre entre individus et de génération en génération. Alors, on peut parler également on peut faire le lien avec l'utilisation des outils. Toujours le même groupe de recherche à Londres, qui est très célèbre. Si vous pouvez appuyer, s'il vous plaît. Donc là, cette fois-ci, ils ne sont plus amusés à faire tirer des cordes, des bourdons, mais là, ils jouent au foot. Donc ils leur ont appris à manipuler des billes en bois. Okay. Ça, faut imaginer la ruche. La ruche est à droite, voilà. Et donc après, ils leur ont appris à tirer la boule vers un trou, vous avez vu, pour récupérer de l'eau sucrée. Comme un rat de laboratoire qui doit appuyer sur une manette pour avoir de l'eau sucrée. Donc là, là, il vous explique comment on fait. C'est un long processus. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces bourdons expérimentés qui jouent au foot ou au golf, eh bien, ils peuvent apprendre à d'autres bourdons à le faire. Donc là, on a un bourdon naïf qui est placé avec le bourdon expérimenté qui observe la scène. Et puis ce bourdon naïf, quand on le met dans l'arène tout seul, eh bien, il va faire le comportement. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas simplement copier. Ce bourdon naïf, qui a vu un autre bourdon placer une balle dans un trou, peut faire mieux que le bourdon expérimenté. C'est-à-dire qu'il peut choisir la balle la plus proche du trou, alors qu'on a appris au bourdon expérimenté à choisir la balle qui est la plus éloignée du trou. Donc le bourdon va acquérir ce nouveau comportement et va l'améliorer. On parle d'innovation. Ok. Alors les émotions, pareil. Ça, c'est la grande question du moment. Est-ce que les invertébrés sont capables de ressentir des émotions? Donc là, si vous pouvez activer la vidéo également. Donc pour étudier ça, chez les animaux, c'est compliqué. Hein. On utilise le protocole de biais de jugement. Le biais de jugement, c'est quoi? C'est je vous présente un verre d'eau qui est à moitié plein, ou qui est rempli à la moitié, et je vous demande est-ce qu'il est à moitié vide, à moitié plein. Si vous vous sentez bien, vous allez me dire il est à moitié plein, vous êtes optimiste. Si vous ne vous sentez pas bien, vous allez me dire il est à moitié vide. On peut faire la même chose avec les bourdons. Donc on peut leur apprendre à aller butiner sur des fleurs artificielles, si vous voulez, avec différentes couleurs. Donc vous avez peut-être vu pendant que je parlais que le bourdon avait appris à butiner sur une fleur bleue, et puis on lui a appris à ne pas butiner sur une fleur jaune. Et puis à un moment donné, on lui a donné une fleur avec une couleur qui est exactement entre le bleu et le jaune. On lui a demandé qu'est-ce que c'est. Et donc, on a vu des différences entre des bourdons qui étaient émotionnellement optimistes, disons, et d'autres qui étaient émotionnellement un peu plus pessimistes, dans la latence pour aller vers le bleu cyan. OK ? Donc ça c'est un indice très fort pour dire que les bourdons sont capables de ressentir des choses qui ressemblent à des émotions. Donc là, j'espère que je vous ai convaincu que les abeilles, déjà, c'est un très grand groupe,
Okay, ce n'est pas juste l'abeille domestique. Et en l'occurrence, la moitié des recherches que l'on fait, nous, c'est sur les bourdons. Mais elles partagent toutes la même chose, le même trait biologique qui est d'aller butiner sur les fleurs. Butiner sur les fleurs, c'est potentiellement une tâche complexe, même si ça paraît banal. Il faut apprendre plein de choses très rapidement. Et ça nécessite d'apprendre visuellement, spatialement, olfactivement, tactilement, etc. On découvre tous les jours des choses fascinantes sur les capacités cognitives de ces insectes qui ont un tout petit cerveau. Et ces recherches fondamentales, en fait, elles nous amènent également à des questions un peu plus sociétales. En fait, moi, ce que je pense, et ce qu'on commence à penser en tant que communauté scientifique, c'est que ce petit cerveau, mini-cerveau, qui sait faire tant de choses, eh bien, il est optimisé. Et qu'en fait, c'est peut-être le talon d'Achille des abeilles. C'est peut-être pour ça que les abeilles déclinent de manière si brutale. Parce que n'importe quel facteur de stress qui va attaquer ce cerveau, eh bien, va avoir des conséquences sur les comportements de butinage qui ne pourront plus être réalisés. Et si une abeille ne butine plus correctement, elle ne peut pas nourrir sa progéniture ou sa colonie si c'est une abeille sociale. Donc voilà. Bon, bien sûr, le cerveau il est ici, et vous avez tous entendu parler des pesticides. Pesticides tueurs d'abeilles, c'est très mauvais, et on a vraiment un recul vraiment très solide maintenant pour dire que quasiment l'intégralité des pesticides qui sont utilisés dans les pays industrialisés sont mauvais pour les insectes en général, et pour les abeilles en l'occurrence, et pour l'homme également. Donc il y a quelques jours, les néonicotinoïdes, cette classe de pesticides qui étaient très utilisés en Europe encore récemment, ont été complètement bannis. Et ça a été grâce au travail de collègues de l'INRAE d'Avignon, qui, il y a 15 ans maintenant, ont montré que les abeilles qui avaient butiné des toutes petites quantités de nectar contaminé aux néonicotinoïdes ne pouvaient plus s'orienter. Comment ils ont démontré ça? De manière très simple. Ils ont placé des puces électromagnétiques sur les abeilles, sur toutes les abeilles de la colonie. Ça prend du temps. Et à la sortie ou à l'entrée de la ruche, si vous voulez, il y avait des lecteurs de puces. Si bien qu'à chaque fois qu'une abeille rentrait ou sortait de la colonie, elle était identifiée de manière automatisée. Ce qu'ont fait mes collègues, c'est qu'ils ont pris des abeilles, voilà, ils ont donné des néonicotinoïdes à certaines et à d'autres pas, et ils les ont relâchés, les abeilles, à plusieurs centaines de mètres de la ruche, sur un site qui était familier, un site où on savait qu'elles avaient visité avant. Ils les ont relâchés et ils ont enregistré à quel moment les abeilles revenaient à la ruche. Donc là, il y a un petit graphique qui vous le montre. En fait, les abeilles qui étaient traitées ici revenaient moins souvent et prenaient plus de temps à revenir à la ruche que les abeilles contrôle. Et ça s'est vérifié si on déplaçait les abeilles un peu partout autour de la ruche, plusieurs centaines de mètres, à plusieurs kilomètres, dans toutes les directions. Et donc là, c'est clair et net. Une simple prise de néonicotinoïdes une fois, à très faible dose, ça désorientait les abeilles. Donc il y a tout un tas d'autres facteurs environnementaux qui sont mauvais. On pollue tous les jours dans notre activité. À Toulouse, nous, là, récemment, on s'est intéressé à une classe de polluants qui est assez négligée, mais qui est énorme. C'est une pollution qui est partout, en fait, qui est ubiquitaire. Ce sont les métaux lourds. Donc les métaux lourds, ce sont des minéraux naturels. Il y en a partout dans le sol, dans la croûte terrestre. Il y en a normalement sur le sol et dans l'atmosphère à très faible niveau. Mais quand on commence à creuser dans le sol parce qu'on extrait des minéraux, quand on commence à brûler des énergies fossiles, ou à construire des choses avec ces éléments-là, on en dégage un peu partout dans l'atmosphère, et ce qui fait qu'il y a des zones, des aires géographiques où il y a vraiment des pollutions très denses, notamment dans les grandes villes. Bon, ces métaux lourds, pour l'instant, jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'études sur l'effet des métaux lourds sur l'intelligence des invertébrés, et on a fait ces études récemment. Voilà. Si vous pouvez appuyer sur la vidéo, s'il vous plaît. Récemment, cette fois-ci en laboratoire, parce que on voulait des expériences contrôlées. On a utilisé ce protocole qui est en fait un conditionnement type pavlovien pour les abeilles. Donc on place une abeille dans un tube, on lui envoie une odeur gentiment sur les antennes, et puis en même temps qu'on envoie l'odeur, on lui donne de l'eau sucrée. Okay, l'abeille, elle boit, elle associe l'odeur à la récompense. On lui fait ça plusieurs fois. Donc on la conditionne en fait. Puis à un moment donné, on va envoyer que l'odeur. Et si l'abeille tire la langue, de manière spontanée, c'est-à-dire qu'elle a associé l'odeur à une récompense. Donc elle a appris à reconnaître une odeur. On peut lui faire apprendre n'importe quoi. Il y a des gens qui ont fait apprendre aux abeilles à reconnaître les odeurs des explosifs, par exemple.
pour servir à la douane dans les aéroports et choses comme ça. Il paraît que les abeilles arrivent à reconnaître également les odeurs des gens qui sont contaminés par le Covid. Bref, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné à des abeilles différentes doses de métaux lourds, des doses très faibles qui sont des doses acceptées pour les règles environnementales. Et donc on a vu que les courbes d'apprentissage de ces abeilles traitées aux métaux lourds, elles sont ici, elles sont toutes moins bonnes que les courbes d'apprentissage des abeilles contrôle. Donc une simple exposition à des métaux lourds sur une court laps de temps, bah, ça réduit les capacités cognitives des abeilles. Et donc là je vous parle des abeilles, mais c'est une espèce sentinelle qui permet de révéler des processus un peu plus larges. Donc là, pour vérifier ça, en fait, on s'est mis en conditions naturelles. Donc à côté de Toulouse, on a la chance, ou la malchance, d'avoir ce site qui a été pendant très longtemps la plus grande mine d'or du monde. Donc les gens ont creusé, ont extrait de l'or, en extrayant l'or, on extrait plein d'autres choses, et notamment de l'arsenic. L'arsenic, c'est très mauvais, ça vous le savez. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Donc cette mine, elle est fermée aujourd'hui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à cette mine, et on a mis des ruches d'abeilles sur le site de la mine, puis à 10 km, à 20 km, à 30 km, à 50 km, etc. Et on n'a pas agi. On a simplement repris les abeilles au bout d'un mois ou deux. On les a ramenées au laboratoire et on a testé leur capacité à prendre des odeurs. Bon, bah, sans action de notre part, on a bien vu que les scores d'apprentissage des abeilles sur le site A, donc en plein milieu de la mine, bah, étaient vraiment très aléatoires, certains nuls, par rapport aux abeilles qui vivaient naturellement à plusieurs kilomètres. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop miné. Les abeilles sont très intelligentes, mais on se rend compte tous les jours qu'il y a tout un tas de facteurs de stress environnementaux qui affectent directement le petit cerveau de ces animaux, et donc leur capacité à butiner, à se comporter normalement. Voilà, ce qui est inquiétant, c'est ça. Aujourd'hui, on sait qu'individuellement, tous ces facteurs de stress affectent les abeilles. Maintenant, quand on est en conditions naturelles, bah, tous ces facteurs de stress sont plus ou moins tous là en même temps et ça peut agir de manière cocktail. Et ça, on ne sait pas trop le gérer. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à donner des recommandations aux politiques, parce qu'on ne connaît pas exactement... on sait qu'il ne faudrait rien de tout ça, mais si on n'a rien de tout ça, on n'a plus de vie, on a plein de métiers qui disparaissent. Donc ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est vraiment les liens très, très précis entre ces cocktails environnementaux et le comportement des insectes. Donc il y a des gens nous avons récemment commencé à utiliser la santé mentale des insectes comme un bioindicateur. Donc il y a quelques années, on avait développé ces systèmes-là, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Les ruches connectées, en fait, ce sont des ruches avec plein de capteurs à l'intérieur qui permettent d'enregistrer en temps réel, sur de longues périodes de temps, la santé d'une colonie d'abeilles. Donc on peut mettre plein de capteurs, capteurs météo bien sûr pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur de la ruche, capteurs d'ensoleillement, on pèse la ruche pour savoir s'il y a des ressources, s'il y a des abeilles dans la ruche. On peut avoir des compteurs d'abeilles qui comptent le nombre d'abeilles qui sortent ou qui reviennent à la ruche pour savoir si ça butine bien ou pas. On a des capteurs de microclimatique interne, des capteurs de pollution, on peut enregistrer le son, etc. On peut même prendre des images à l'intérieur de la ruche, etc. Mais avec ces systèmes-là, même si c'est très, très, très rigolo, en fait, fascinant de pouvoir avoir des ruches comme ça qui nous communiquent les données en temps réel, on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas grand-chose. Ce qu'il nous fallait vraiment, c'était un capteur de cognition, d'intelligence, un test de QI. Et ça, c'est quelque chose qu'on vient de développer et qu'on va déployer dans l'année qui vient. Donc en fait, on s'est inspiré des expériences de laboratoire où on a une abeille qui passe dans un labyrinthe en Y. L'abeille rentre dans le labyrinthe et elle doit choisir entre deux options. Si vous pouvez remettre le film peut-être. Excusez-moi. Et donc on a développé des labyrinthes en Y automatisés. C'est-à-dire qu'on va poser ça dans un champ. Les abeilles vont pouvoir venir se nourrir ici. Puis à un moment donné, on va couper la pompe à nectar. Les abeilles vont être reconnues individuellement. Elles vont pouvoir rentrer dans le test et résoudre le problème qu'on leur pose. Par exemple, discriminer entre deux couleurs, le bleu, le vert est récompensé, le bleu est puni. On enregistre le comportement des abeilles. Les abeilles peuvent venir se faire tester autant qu'elles veulent, toute la journée, sur toute la saison. Donc on peut avoir des milliers d'abeilles qui passent dans notre labyrinthe. Et comme ça, on connaîtra de manière très fine la santé mentale des abeilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte également qu'il n'y avait pas que des abeilles qui passaient là-dedans. Activez, s'il vous plaît, à droite, le film. En fait, il y a pas mal d'insectes qui se nourrissent de nectar.
on a des mouches, on a des papillons, on a même des frelons. Là, normalement, il y a un film de frelons asiatiques qui vient dans le labyrinthe. Et tous ces animaux, bah, ils sont OK pour se faire tester. Bon, ça ne marche pas. Et donc là, on a potentiellement un outil très puissant pour comprendre la diversité de la cognition au sein de ce groupe animal, hein, qui est les insectes. On va plus simplement se focaliser sur les abeilles, mais on va aussi de manière très précise vous dire, bah, là, dans votre champ, ou dans votre montagne, dans votre parc naturel, dans votre ville, les abeilles, elles n'ont pas le cerveau qui marche très très bien, donc il y a des problèmes. Voilà, l'autre application dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que ces recherches fondamentales sur l'intelligence, le comportement des abeilles, bah, peuvent potentiellement nous aider également à aider l'agriculture. Je vous ai dit tout à l'heure, les pesticides, on est tous d'accord au niveau de la communauté scientifique et probablement au niveau du grand public, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution pour plein de raisons. Premièrement, bah, ça tue les espèces qui sont non cibles. Les abeilles, ça fait du mal aussi à nos organismes, à nous. On s'en rendra compte dans quelques années, mais on sait déjà que ce sont des neurotoxines qui marchent sur tous les cerveaux biologiques. Et on a des cerveaux qui sont très similaires à ceux des insectes. Et puis également, il y a les insectes qu'on cible avec ces pesticides, mais ils développent des résistances, ce qui pousse à développer des nouvelles molécules. Donc c'est une course en avant entre l'agrochimie et les insectes. Ça, ce n'est pas durable, ce n'est pas une bonne solution. Donc nous, ce qu'on propose ici, c'est vous avez vu tout à l'heure, je fais des expériences avec des radars, et je commence à comprendre comment les abeilles se déplacent de site en site, de plante en plante, comment ça évolue avec le temps. Ce qu'on fait là, c'est on lie le comportement des abeilles avec la reproduction des plantes. Si vous comprenez comment une abeille se déplace entre 5 fleurs, vous comprenez comment les flux de pollen également vont se déplacer entre ces fleurs. Et donc, vous pouvez faire la prédiction de quelle fleur va se reproduire avec quelle fleur. Et ça, potentiellement, c'est très puissant. Parce qu'on sait que les croisements entre les fleurs, ça détermine la qualité, enfin la qualité de la reproduction de ces plantes. Donc potentiellement, on peut améliorer les rendements agricoles en se passant des pesticides et de toute autre intervention, en repensant l'organisation spatiale des ressources ou le cortège de pollinisateurs qu'on place dans les champs. Bon, là, j'ai quelques hypothèses que je vais pas détailler, c'est un peu technique. Mais en gros, notre approche, elle est double. On commence à faire des simulations comme ça. Donc ça, ce sont des abeilles artificielles dans un champ artificiel qui se déplacent. Chaque abeille apprend sa route, et puis il y a de la compétition, tout ça. Ça, c'est des prédictions qui sont basées sur des expériences qu'on a faites dans le passé. Et donc là, on voit des choses qui émergent. On a des abeilles qui commencent à développer des routes qui se ségrègent spatialement. Et ça colle vraiment tout à fait avec ce qu'on observe expérimentalement, avec nos radars. Et puis on se sert de ces prédictions pour générer de ces modèles pour générer des nouvelles prédictions dans des environnements encore plus complexes. Cette fois-ci, on teste avec des expériences, avec des radars, des fleurs artificielles, etc. Et donc avec cette approche, on développe des modèles qui sont de plus en plus robustes. Et dans quelques années, on devrait pouvoir dire à un agriculteur, par exemple, ou à un gestionnaire de parc, bah, écoutez, on va pouvoir agir sur la reproduction des plantes dans votre parc et maximiser la pollinisation ou optimiser la conservation de certaines espèces d'abeilles ou de plantes. Et notamment, on a commencé à travailler avec des écologues. Là, il y a une vidéo aussi, si vous pouvez la passer. Des écologues qui travaillent sur des espèces modèles dans les Pyrénées, mais pour lesquelles on a la signature génétique, la position spatiale. Bon, ça ne marche pas. Si vous pouvez cliquer au milieu. Donc, ce sont des populations de plantes qui sont suivies depuis 20 ans. Et pour chaque plante, on connaît sa localisation spatiale dans l'environnement. On connaît sa génétique, et donc on sait exactement quelle plante s'est reproduite avec quelle plante sur les 20 ans. Donc c'est un jeu de données qui est complètement extraordinaire. Et nous, avec nos modèles, on essaie de calibrer les modèles pour voir si on peut expliquer la reproduction de toutes ces plantes pendant ces 20 années avec nos modèles. Et si on peut le faire, eh ben, on a tout gagné. C'est-à-dire qu'on pourra s'appliquer à d'autres populations de plantes et faire des prédictions vraiment applicables. Bon, ça ne marche pas, excusez-moi. Donc ma conclusion, c'est celle-ci. Finalement, on est tous un petit peu des abeilles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant il y a 100 ans de recherche. Ce n'est pas juste moi qui vous raconte des choses aujourd'hui, et je ne fais pas juste mon malin. Il y a 100 ans de recherche qui montrent que tout ça, tous ces concepts de cognition expérimentale, qui ont d'abord été développés chez les humains, puis qui ont été appliqués chez des grands mammifères, puis des petits mammifères, aujourd'hui, ils collent plutôt pas mal à des insectes, notamment les abeilles. C'est là qu'on étudie.
mais probablement chez une très grande diversité d'insectes. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles entre ce que des abeilles peuvent faire, ce qui se passe dans leur tête, et ce qui se passe dans nos têtes. Si bien que récemment, on a commencé à appeler ces abeilles des grands singes miniatures, en fait. Ce sont des modèles pour mieux comprendre notre propre cerveau, à la fois au niveau physiologique, biologique, si vous voulez, comment les signaux se produisent dans ces cerveaux, comment ça se passe, et puis également, quelle est la complexité des comportements que ça peut amener. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'en ai terminé. Merci, c'était passionnant. Je vous propose, Mathieu, de venir à côté de moi. J'ai déjà une question dans la salle, une Sarah qui m'a demandé si c'était parce que vous étiez spécialiste des abeilles que vous vous habillez en jaune et noir. C'est une excellente question. On m'a dit la même chose chez moi ce matin. Je n'ai pas fait exprès. Bon, qu'est-ce qu'on a comme question dans la salle et sur YouTube? Je pense qu'il y en aura beaucoup parce que c'est tellement fascinant. Puis c'était chouette de voir toutes ces images parce que souvent on nous parle des expériences, mais on se rend pas compte comment ça se passe. Et là, c'était, on voyait vraiment de manière concrète. Oui. Bonjour. Je sais pas qui parle. C'est moi. Ah voilà. Oui, bonjour monsieur. C'est vraiment passionnant. Moi, j'ai toujours aimé aussi les insectes. J'ai une fascination pour ces animaux qui m'ont beaucoup aidé. Mais simplement, une question que je me pose, ces capteurs que l'on pose sur les bourdons, sur les abeilles, est-ce que j'ai entendu parler de sectionner à un moment donné? Est-ce que ça ne leur fait pas mal? Alors ça, c'est une excellente question. Donc, nous, on essaie vraiment de réduire l'impact. Donc, ces antennes-là, c'est quelques milligrammes. Donc, c'est rien par rapport à un grain de pollen, par exemple. C'est moins de 5% d'un grain de pollen. Donc, elles peuvent le porter, il n'y a pas de souci. Après, c'est très temporaire, c'est-à-dire on met ce capteur uniquement quand on veut faire la mesure. Donc, le bourdon, on lui place avant qu'il sorte. Puis, quand il revient à la ruche, on lui enlève. Puis on remet le capteur que si on veut enregistrer un nouveau trajet. Donc on fait attention à ça. On fait attention à nos pratiques, malgré, et c'est là que votre question est excellente, malgré qu'il n'y ait aucune règle. Donc il n'y a aucune loi bioéthique pour le travail sur les invertébrés. Les invertébrés, c'est la majorité des animaux sur Terre. Donc j'ai bon espoir qu'un jour il y ait une meilleure considération du bien-être de ces animaux. L'obstacle qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on n'arrive pas à calquer les définitions de la douleur telles qu'on les a chez les mammifères, aux invertébrés. On n'a aucune preuve qu'ils ressentent la douleur. Par contre, quand on leur envoie un choc électrique ou qu'on les maltraite, disons, ils se reculent. Donc ils ont de la nociception, disons, pour entrer dans les termes techniques. On ne sait pas si ils perçoivent de manière subjective une douleur qui est comparable à la nôtre. Ça, c'est pas considéré comme une preuve de souffrance? Non, non. Mais là, on joue sur les mots, en fait. Oui. Et donc, moi, ça m'amène à tout ce que je vous ai raconté là, les émotions. Il y a des gens qui commencent à se poser la question de la conscience. C'est pareil, c'est très compliqué, la conscience à mettre en évidence. Ce qu'on devrait faire, c'est le principe de précaution. Elles ont quand même un répertoire cognitif très riche, une vie interne visiblement très riche, et on en découvre tous les jours. Partons du principe qu'elles perçoivent la douleur, et on verra plus tard. Si elles ne le perçoivent pas, on changera les pratiques. Mais voilà. Oui, bonjour. Attendez, non, il faut qu'on ait un micro parce que bonjour. Tout le monde comprend j'ai pas. un micro, si ça vous intéresse. Génial, oui, très bien. Alors, j'ai une question, mais ça rejoint un peu ce que vous aviez dit. C'est en ce qui concerne la sentience. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle. Vous avez un petit peu répondu à l'instant. D'ailleurs, je tiens à vous remercier aussi pour la conférence, qui est très intéressante. Donc, qu'est-ce que vous savez de la sentience ? Et est-ce que vous savez aussi, en concernant l'agentivité, je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle, la capacité de pouvoir faire des choix de ces individus et de pouvoir être libre de leurs choix. Est-ce que vous avez des preuves de sentience, d'agentivité? Et à ce niveau-là, est-ce que les abeilles devraient être considérées, à votre avis, comme étant des individus et avoir la considération morale qui en découle? Merci. Merci pour la question. Donc ça rejoint la question précédente, en tout cas la réponse que j'ai donnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve à l'heure actuelle de tout ça. C'est des concepts récents chez les abeilles. On ne se posait pas toutes ces questions-là il y a encore même 5 ans. Donc là, on commence à se les poser. On n'a pas de preuves. C'est ce que je viens de dire. Par contre, mon opinion à moi, c'est qu'on devrait avoir un principe de précaution. Il n'y a pas de raison pour qu'elle soit si différente de nous et qu'elle n'ait pas tout ça. Même une conscience. Tant qu'on n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas de conscience, ma position personnelle, c'est qu'elles en ont une.
Alors, s'ils ont des chats ou pas, j'avais lu quelque part qu'un de vos collègues avait fait jouer au foot, ou je sais pas quel, et qu'il s'était rendu compte que les abeilles jouaient pour le plaisir. C'était pas que pour des récompenses. Et il disait qu'en fait, vous avez dû la voir se passer, cette étude. Donc, est-ce que s'ils jouent pour le plaisir, c'est qu'ils choisissent? Alors cette étude, c'est la suite de l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure avec les petites balles. Donc c'est un laboratoire que je connais très bien, j'y ai travaillé. Et donc les bourdons jouent avec des balles, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Et on s'est ensuite posé la question du plaisir, effectivement, du jeu. Et ce qu'ils ont fait pour montrer que pour tester que les bourdons avaient du jeu, c'est qu'ils ont pris encore une fois la définition du jeu chez les humains et ils ont calqué un test expérimental qui allait tester cette définition. Ils ont utilisé un labyrinthe en Y et dans une branche, il y avait des balles. Dans l'autre branche, il n'y avait rien. Et puis ils ont regardé comme ça. Ils ont vu que les bourdons avaient tendance quand même à aller beaucoup vers les balles. Mais il peut y avoir plein d'explications pour ça. Une balle, c'est bizarre, ça peut être de la curiosité, etc. Au bout d'un temps d'acclimatation de certaines heures, de plusieurs heures, ils ont ensuite testé l'hypothèse qu'elles allaient vers les balles pour le plaisir. Pour cela, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris le labyrinthe en Y sans les balles. J'ai oublié de vous dire que dans le labyrinthe en Y, il y a des couleurs. Pardon. Il y a une branche qui est bleue, une branche qui est jaune, et les balles étaient associées à une branche d'une couleur particulière. Okay. Donc pour le test, il n'y avait plus de balles, il y avait juste le bleu et le jaune, et les bourdons allaient vraiment vers la branche de la couleur qui était avant associée aux balles. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelque chose qui est associé aux balles, probablement du plaisir. Il y a une étude pour l'instant, donc on ne peut pas dire que c'est validé. Oui, c'est intéressant en tout cas. Et dans la vie sauvage, on les a jamais remarqués jouer comme on voit d'autres animaux. On n'a encore jamais observé ça. Alors exactement, non. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, tout à l'heure, je me pose moi-même la question, ça peut vous intéresser. Tout à l'heure, je vous ai montré le fait qu'elle tire des cordes comme ça. Ah, c'est rigolo, elle tire des cordes, nous on s'éclate à faire ça. Ça n'existe pas dans la nature. En fait, il rigole dans son laboratoire, il travaille très peu. Hein. Ça n'existe pas dans la nature, mais ce qui existe dans la nature, c'est un comportement différent. Ça s'appelle un comportement de butinage par triche. À la fin de la saison, en automne, si vous avez des fleurs dans votre jardin et des bourdons, vous verrez certainement que les bourdons ne visitent plus les fleurs de manière conventionnelle en se posant sur la fleur pour butiner, mais ils passent sous la fleur et ils utilisent un trou qui est sous la fleur, là où ils peuvent récupérer directement la sève. Donc beaucoup de nutriments et très rapidement. Et en fait, ça arrive dans beaucoup de jardins. Parce qu'il y a des bourdons qui innovent, donc ils ont des grosses mandibules, donc qui font des trous comme ça dans la sève et qui découvrent par eux-mêmes, en fait, en butinant par le dessous, ça va plus vite. Et il y a d'autres bourdons qui copient les innovateurs. Donc quand il y a un bourdon qui commence à faire ça, à faire des trous, les autres bourdons commencent à utiliser la même technique. Et en fait, cette technique, elle se répand dans la population. Et on le voit tous les ans. Et c'est un exemple de transmission culturelle appliquée vraiment à la vie réelle. C'est pas juste en laboratoire tirer une corde. Là, c'est une nouvelle technique de butinage qui est trichée. En fait. C'est génial. Alors oui, il faut qu'il y ait un micro. C'est pour YouTube cette fois-ci. Hein. On a aussi du public à distance. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, d'accord. On a du public à distance. Donc d'abord des compliments pour la qualité de votre intervention et également pour votre excellente médiation. Ensuite, il y a une question sur les abeilles. Est-ce qu'elles ont une personnalité individuelle? Et une autre question concernant la communication. Est-ce qu'elles peuvent communiquer par le son? Oui, alors les abeilles ont des personnalités, en tout cas selon la définition que l'on donne en éthologie, c'est-à-dire des différences entre les individus, des différences de comportement qui sont observées à travers le temps, donc tout au long de la vie et à travers les contextes. On a tous des personnalités, on a des gens qui vont être peut-être plus agréables que d'autres, des gens qui sont plus optimistes que d'autres, etc. C'est pareil chez les abeilles, on a des abeilles par exemple qui apprennent des tâches là, dans nos systèmes, qui apprennent par exemple à discriminer des couleurs et qui, quand on les remet dans ces conditions-là, vont prendre leurs décisions très rapidement. Et souvent se tromper. On a des abeilles donc, qui sont très rapides et qui se trompent souvent. Et dans la même population d'abeilles, leurs sœurs par exemple, on peut avoir des individus qui sont très lentes, mais très exactes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent dans le règne animal. On pense que c'est adaptatif dans une population d'avoir des individus un peu foufous,
mais qui peuvent découvrir des choses, des nouvelles opportunités, et des individus qui sont beaucoup plus posés, qui assurent la stabilité. Voilà. Alors j'ai lu aussi qu'il y avait des abeilles paresseuses, parce que c'est vrai qu'on a toute l'image de l'abeille vachement travailleuse, qui est quand même une bonne... et en fait, il paraît qu'il y en a qui se débrouillent pour glander un peu pendant que les autres vont bosser. C'est vrai ça? Voilà, c'est vrai. Alors là, c'est de l'anthropomorphisme, on ne peut pas dire si c'est une paresseuse ou... Là, on va un peu si loin. elle reste à la ruche tranquille, Exactement. c'est un peu... Dans une colonie, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut enregistrer l'activité de toutes les abeilles dans la colonie avec des puces électromagnétiques. Donc on peut savoir quelle abeille sort de la colonie, quand, combien de fois par jour, etc. Et on voit des disparités énormes. Il y a dans une colonie à peu près 15% des butineuses, donc des 10% des individus qui vont chercher de la nourriture, 15% de ces butineuses qui font tout le travail. Les 85 autres % des butineuses sortent de temps en temps, ramènent pas grand-chose. En fait, on pense que c'est un stock, okay, c'est une réserve. Si les hyper butineuses reviennent pas ou meurent, eh bien on a des butineuses un petit peu entraînées qui sont reposées, effectivement, qui sont prêtes pour prendre la relève. Ouais, c'est super, une super organisation. Et justement, pour finir, après on fera l'autre question sur le côté personnalité. C'est comme ça qu'elles changent leur métier. Par exemple, vous parlez de butineuses, ça va être les abeilles plus audacieuses, plus curieuses, ou est-ce que vous pensez qu'en fonction des métiers, puisqu'elles changent de métier 7 fois dans leur petite vie, est-ce que c'est en fonction de leur caractère ou non, c'est d'office, un jour elles seront butineuses? Alors chez les abeilles domestiques, donc celles qui vivent dans les colonies très très organisées, c'est lié à l'âge. Donc c'est vraiment une maturation comportementale et du cerveau aussi. Le cerveau il change à l'âge adulte, hein, il change entre les premiers jours et la fin de vie. Rappelez-nous, ça vit combien de temps, rappelez-nous? Ça peut avoir 3 semaines de vie adulte en été, et l'hiver, ça peut vivre plusieurs mois. Mais bon, l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Elles réduisent leur métabolisme. Et chez ces abeilles-là, c'est vraiment lié à l'âge. Donc au début, elles s'occupent des larves, elles ne bougent pas beaucoup. Puis après, elles commencent à s'éloigner un petit peu du centre du nid, etc. Et ce sont les plus âgés qui vont butiner, les plus expérimentés. D'accord. Alors je me souviens plus de la deuxième question, pardon. Questions. On a parlé de la communication sonore. Ah oui. La communication sonore, c'est pas clair en fait. Voilà, j'ai répondu à la question peut-être. On ne sait pas grand-chose sur la communication sonore, il se passe certainement des choses. Donc actuellement, il y a des gens qui commencent à mettre des micros dans ces fameuses ruches connectées, qui enregistrent en permanence ce qui se passe dans les ruches et qui essayent d'extraire des signaux pertinents. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose encore qui est sorti de ces travaux. Par contre, ce qui est remarquable, c'est qu'elles sont capables de communiquer grâce aux décharges électriques. Donc au champ électromagnétique plus précisément. Nous tous, qui ayons les pieds, qui sommes dans l'atmosphère terrestre et les pieds au sol, nous dégageons un champ électromagnétique terrestre qui est très faible. Et on a un champ électromagnétique autour de nous. Chaque objet a un champ électromagnétique. Et ça, ce champ, c'est une signature de notre identité en fait, parce qu'il dépend de la forme de notre corps, etc. Et donc les abeilles sont capables, lorsqu'elles rentrent en contact comme ça, elles sont capables de détecter ces champs simplement parce que leurs antennes répondent un petit peu aux champs électromagnétiques. En fait, elles sont pliées, elles sont tellement peu solides qu'elles se plient aux charges électriques et elles sont capables très probablement de communiquer de cette façon-là. Mais le bzzz qu'elles font, pour l'instant, on ne pense pas que ce soit une communication, c'est juste le bruit de leur aile. Pour l'instant, on n'a rien découvert. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur YouTube? Bonjour. Oui, monsieur. Bonjour, je suis ici. Oui. Vous avez dit, monsieur Mapuy, je crois. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez encore du mal à proposer des solutions politiques. Je voulais savoir où on en était de ce phénomène de disparition des abeilles. Est-ce que ça s'accélère? Est-ce que ça se réduit? Et on en est où, quoi? Est-ce que c'est inéluctable? Voilà. Oui, c'est une excellente question. Donc la biodiversité disparaît de manière générale sur Terre. Donc il y a de moins en moins d'espèces animales, elles sont moins abondantes également. C'est assez général. Après, les petits animaux, donc les insectes, semblent être touchés en premier, par exemple, sur les écosystèmes terrestres. Très certainement parce qu'ils sont plus vulnérables aux facteurs de stress environnementaux, ils stockent moins dans leur corps les toxines,
Okay. Les cerveaux, comme je vous l'ai montré, bah, quand ils sont affectés, qu'il manque 1 ou 2 neurones, potentiellement ça a une influence sur le comportement, ce qui n'est pas notre cas, etc., etc. Donc la biodiversité, de manière générale, elle décline. Les abeilles, effectivement, c'est un gros problème. Ce sont les apiculteurs, en fait, les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a 40 ans, parce qu'ils voient leur colonie d'abeilles domestiques disparaître tous les ans et de plus en plus. Donc dans certaines régions, on peut arriver à 40% des colonies d'abeilles domestiques qui disparaissent dans les cheptels l'hiver. Donc ça, c'est énorme, hein. Il y a 30 ans, c'était 10% à peu près la norme. Donc il y a de plus en plus d'abeilles domestiques qui meurent, enfin des colonies qui meurent, mais il y a également de plus en plus d'apiculteurs. Et donc, en fait, au final, il y a de plus en plus d'abeilles domestiques. En disant ça, j'ai dit que l'abeille domestique, c'est une sentinelle qui nous permet de voir qu'en fait, les insectes, ils déclinent, ils meurent. Et quand on ne s'en préoccupe pas de ces insectes, par exemple les abeilles sauvages, où il n'y a pas d'apiculteurs derrière, eh bien c'est très grave, parce que potentiellement, ces abeilles sauvages, elles déclinent énormément. On a du mal à donner des chiffres, tout simplement parce qu'en fait, on a du mal, même à l'heure actuelle, à savoir quelles sont les abeilles qui vivent en France. On n'a pas de cartographie claire des espèces et de l'abondance de ces espèces sur le territoire français. C'est très compliqué. En fait, il n'y a plus grand monde qui étudie ces questions, il n'y a plus de naturalistes. Voilà, les gens, ce sont des bénévoles, il y a quelques chercheurs hein, qui arrivent à émerger comme ça, mais on n'a pas les données. Ce qu'on sait, c'est que dans les pays voisins, l'Angleterre, les Pays-Bas, où là, il y a vraiment des efforts de recherche sur ces abeilles sauvages, c'est catastrophique. Oui, en fait, on étudie surtout les abeilles qui font du miel, mais les abeilles sauvages, on les étudie très peu. En plus, elles sont des solitaires, chacune est spécialisée dans un végétal, etc. Donc, c'est extrêmement complexe. En fait, il faudrait des milliers de naturalistes pour les suivre, quoi. Ouais. Bon. Alors après, il y a des initiatives. Hein. Par exemple, les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces espèces de labyrinthes automatisés où les animaux viennent par eux-mêmes et se font reconnaître par les caméras. Là, on est en train de développer des systèmes beaucoup plus simples qui ressembleront à ça. Donc, une pompe à nectar, comme ça, une plateforme sur laquelle l'insecte peut se poser, une caméra qui pourra prendre des photos et reconnaître l'insecte. Et comme ça, en posant ça un peu partout en France, dans différents environnements, on pourra compter en temps continu les insectes qui viennent se poser dessus et les identifier. Donc on a bon espoir de faire une cartographie beaucoup plus détaillée dans les années à venir. Il y a beaucoup de questions, je vois beaucoup de bras se lever. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir si vous pourriez évoquer la parthogénèse chez les abeilles. La parthogénèse. Chez les abeilles? Oui. Alors, chez ces espèces... Donc la parthogénèse, c'est le fait de se reproduire sans reproduction. Sans reproduction sexuée. En gardant le sperme. C'est ce qu'on en a parlé pour les requins ce matin, c'est ça? C'est la femelle qui garde le sperme dans une glande? Non, c'est pas ça? Ah non, non. La parthogénèse, c'est une reproduction asexuée. Ah d'accord. Donc chez les abeilles, il y a effectivement une parthogénèse. C'est les ouvrières, donc les femelles, qui peuvent pondre des œufs mâles, par un phénomène de parthénogénèse. Sauf que ces œufs mâles, ils ne survivent pas. Alors c'est un peu complexe. En gros, toutes les ouvrières peuvent pondre leurs propres œufs, non fécondés, ça ne seront que des mâles. Ces mâles, en fait, s'ils survivaient, ça créerait des tensions au sein de la colonie par des phénomènes de conflits génétiques. Je ne vais pas tout expliquer, mais en gros, il y a une guerre au sein de la colonie pour détruire les œufs mâles des ouvrières. Et donc les ouvrières en permanence détruisent les œufs des autres ouvrières. Mais je croyais que les ouvrières ne voulaient pas se reproduire à cause de la reine. Alors, la reine, en plus, a une influence. Elle castre, si vous voulez, les ouvrières. Donc si la reine va bien, en temps normal, elle émet une phéromone qui réduit le développement des ovaires des ouvrières. Par contre, dès que la reine va moins bien, dès qu'il y a un petit moment de lâchement dans la colonie, ben là, ça peut partir en vrille. Chez les bourdons, c'est un phénomène qui arrive dans toutes les colonies de bourdons, puisque les colonies de bourdons ne sont pas pérennes, ce sont des colonies qui durent quelques mois comme ça, et puis quand la reine meurt, tout le monde va mourir finalement. Et au moment où la reine meurt, ben, toutes les ouvrières commencent à pondre des œufs mâles, et là, c'est un carnage.
Alors, Attendez, parce qu'il y a eu, il y a d'abord des gens qui attendent. On peut avoir les questions avec le micro, s'il vous plaît? Alors, c'est monsieur. Oui, merci beaucoup. J'ai été obligé de faire quelques notes ici. Je voudrais savoir un peu plus sur le plan de vol des abeilles. Et effectivement, sur l'image, le cerveau est présenté quasiment symétrique. Et on s'étonne qu'on ne peut pas comprendre par l'audition qu'il y a deux autres insectes en vol, donc des prédateurs. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications là-dessus? La question porte sur les prédateurs des abeilles? Oui, parce que ça touche justement nous sommes éventuellement victimes de cette... c'est une question de dimension, de diversité naturelle. Oui, donc les abeilles ont différents types de prédateurs. Donc ça peut être des oiseaux, ce sont beaucoup des araignées crabes. Donc les araignées crabes, ce sont des araignées qui se mettent sur les fleurs, en fait qui miment la couleur des fleurs. Elles ont la même couleur que les fleurs, souvent elles sont jaunes ou vertes. Et c'est vrai qu'on ne les voit pas, on les voit très, très mal, et les abeilles n'arrivent pas à les distinguer. Et donc quand elles se posent sur la fleur et qu'il y a une araignée crabe, elles se font pincer et tuer. Même un gros bourdon peut se faire prendre par une araignée crabe. J'imagine que vous faisiez aussi allusion aux frelons. Donc les frelons, ce sont des grosses guêpes. Donc ce sont les cousins des abeilles, disons, qui butinent, mais qui surtout sont carnivores. Et les frelons mangent les autres insectes. Et donc en Europe, on a deux espèces de frelons. Un frelon qui a été introduit il y a à peu près 200-300 ans, qu'on appelle le frelon européen. Et un frelon qui a été introduit il y a 20 ans et qu'on appelle le frelon asiatique. Et effectivement, il y a un problème chez les apiculteurs actuellement qui est causé à cause du frelon asiatique, c'est-à-dire que c'est une espèce invasive qui a énormément de succès et qui se nourrit des ruches d'abeilles domestiques. Parce que dans les ruches d'abeilles domestiques, il y a énormément d'insectes. Ce que font ces frelons, c'est qu'ils se mettent à l'entrée des ruches, ils restent en vol stationnaire, comme ceci. Ils attendent qu'une abeille lourde de nectar revienne à la ruche pour l'attraper. Ils se posent dans un arbre à 10 mètres, et puis ils coupent un petit peu l'abeille. Et ils ramènent à leur ruche, à leur propre ruche, les frelons, un morceau d'abeille très énergétique qui est le thorax. Vous êtes très pudique, ils coupent la scalpe, oui, c'est horrible. C'est horrible. C'est affreux. Donc vous le disiez de manière pudique, mais il est. Oui, après, c'est pas gai. Hein. C'est ce qui se passe dans la nature tous les jours. C'est-à-dire il y a des prédateurs, oui, il y a des proies, vrai. etc. Donc ces frelons-là, effectivement, ils pullulent en France depuis une vingtaine d'années. Maintenant, ils envahissent l'Europe par un phénomène qui est assez naturel. Hein. Quand on importe une espèce qui n'a pas de prédateur, ce frelon n'a pas vraiment de prédateur, et qui a plein de nourriture, il s'étale. Donc les apiculteurs sont très mécontents, je les comprends, parce que ça peut décimer des colonies d'abeilles. Hein. Mais on est dans un processus qui est inéluctable, c'est-à-dire que ces frelons ils vont s'installer, et surtout ils vont se réguler, les populations vont diminuer. Ce frelon il va s'adapter à notre environnement. Ça va prendre du temps, mais c'est l'histoire naturelle des espèces. Et puis peut-être que nos abeilles vont apprendre comme les abeilles japonaises. C'est génial ce système pour tuer les frelons asiatiques. Elles sont trop fortes. Alors exactement. Donc les abeilles japonaises, elles, ont coévolué avec les frelons asiatiques pendant des milliers d'années. Et donc il y a eu les techniques de chasse du frelon ont évolué en face des techniques de défense des abeilles. Et ce qui se passe, c'est que les abeilles asiatiques, Apis ceranaea, elles forment des boules. Donc elles se mettent tout autour du frelon qui est en vol stationnaire. Elles le capturent, elles forment une boule et elles chauffent. Elles chauffent le frelon. Avec leurs ailes. Elles bougent leurs ailes à toute allure. Alors, je ne sais plus exactement à combien de degrés, 43 degrés, je crois. C'est très précis. Elles le brûlent vivant. Elles le brûlent, il explose même. Et elles arrêtent, à ce moment-là, elles arrêtent de chauffer parce qu'elles-mêmes elles sont en danger. Elles arrêtent de chauffer et elles ont tué le frelon. Alors, c'est un frelon contre une centaine d'abeilles. Mais ça marche. Exactement. Alors, oui. Ici, bonjour, je voulais vous remercier pour votre présentation. J'aurais une question sur la reconnaissance faciale des abeilles envers les apiculteurs. Si vous avez pu étudier ça ou pas.
Alors ça a été étudié directement. Est-ce que les abeilles peuvent reconnaître des visages ou pas? Donc on a présenté à des abeilles des photos avec des humains, des vraies photos d'humains, des humains avec des yeux un peu déformés, des humains avec le nez à l'envers, etc. Et en fait, elles sont capables de tout reconnaître. Ce que font ces abeilles, c'est qu'elles sont très visuelles et elles reconnaissent des patterns visuels, des images en fait. Que ce soit un humain ou pas un humain, elles sont capables de reconnaître. Il s'avère que nous, si vous êtes apiculteur et que vous découvrez votre visage, que vous avez un visage qui est assez différent, significativement différent de quelqu'un d'autre, elles arriveront à vous reconnaître et à faire le lien. Mais de là à dire que c'est une reconnaissance spécifiquement faciale, non. C'est une reconnaissance d'image, reconnaissance visuelle. Bon, je vais ici, là. Il y a une question, c'est je voulais savoir comment les abeilles font pour désigner la nouvelle reine, comment ça se passe, et parce qu'apparemment ils sont tous identiques. Enfin bon, comment ça se passe? Et puis la deuxième question, j'avais entendu parler qu'ils pouvaient les abeilles numériser sur des choses comme ça, comment on a pu le voir et comment tout ça. Bon, merci. D'accord. Donc la première question, comment on choisit une nouvelle reine? On ne sait pas exactement comment ça se passe. Ce qu'on sait, c'est que ça se produit quand il n'y a plus de place dans la ruche. Donc très certainement, les abeilles sont capables d'identifier l'espace vacant dans une ruche, ou en tout cas la population totale d'abeilles. Quand il y en a trop, la femelle pond un œuf et ce sont les ouvrières qui vont élever cet œuf de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'elles vont la nourrir avec de la gelée royale, un peu plus que les autres ouvrières. Donc en fait, elles vont leur donner énormément de protéines. Et cette larve, elle va se développer, elle va devenir beaucoup plus grosse. Et elle va avoir des ovaires très développés et ça va donner la reine. Donc les signaux qui déclenchent ça, on ne sait pas vraiment. La deuxième question, c'était sur la numérosité. C'est une question en vogue à l'heure actuelle. On se pose la question de la même manière que tout à l'heure. Hein. Les humains savent compter, c'est intéressant en termes de psychologie. Est-ce qu'on peut démontrer la même chose chez les abeilles? Donc il y a eu des expériences diverses qui ont été réalisées. Les expériences les plus probantes, c'est celles où on propose à des abeilles en vol, comme ça, 2 panneaux. Un panneau avec des formes, 5, 6, 7, et puis le même panneau avec d'autres formes, 8, 1, 2. On fait varier le nombre de formes, etc. Et on donne de l'eau sucrée pour récompenser, si c'est le bon panneau ou pas le bon panneau. Et donc on peut apprendre aux abeilles à aller voir des panneaux et à discriminer entre 2 panneaux. Il faut qu'elles comprennent que c'est le panneau qui a 5 formes qui va donner de l'eau sucrée. Celui qui en a 6 ou 4 n'en donnera pas. Et on peut surentraîner les abeilles à faire ce type d'apprentissage. Et en fait, on se rend compte qu'elles arrivent à discriminer des quantités, a priori, jusqu'à 5-6, pas plus. Oui, mais là, vous leur apprenez à compter. Alors est-ce que, comme d'autres animaux, comme les poussins, par exemple, qui d'office vont tout de suite choisir là où il y a le plus de nourriture, est-ce que les abeilles, elles auront tendance à savoir compter pour voir que là, il y a bien plus de fleurs que là où il y a une pauvre petite fleur toute pauvre? C'est là la question. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans l'exposé. Je me pose encore la question de la pertinence de ces travaux. Alors ces travaux, ils sont valides. Hein, ce sont même des collègues proches qui les ont réalisés. Les résultats sont là. Mais on a biaisé la question. C'est-à-dire qu'on a pris un paradigme humain, une question qu'on se pose parce qu'on est humain, et on a voulu la tester avec les abeilles. On voit que les résultats collent avec notre hypothèse de base, mais il y a quand même pas mal d'hypothèses alternatives qui n'ont pas été testées. Oui, parce que dans la logique, elles devraient savoir compter. Elles voient bien très très vite et elles indiquent aux copines de la ruche où est-ce qu'il y a plus de fleurs qu'à un autre endroit. Donc c'est une façon de savoir compter, ça. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de capacité numérique, disons, pour pas dire compter. Et certainement, ça leur permet de reconnaître les fleurs. Je vous ai montré tout à l'heure les ultraviolets, ça fait des formes sur les fleurs qui sont invisibles à nos yeux. Et il y a pas mal de fleurs où il y a des taches comme ça, taches d'ultraviolet, et potentiellement les abeilles doivent discriminer des fleurs qui ont 4 taches d'ultraviolet, 5 taches d'ultraviolet, etc. Et elles savent calculer les distances, puisque dans leur... Alors, elles savent calculer les distances, donc c'est aussi une forme de calcul. Alors là, oui, mais sauf qu'on n'a pas besoin de calculer. Elles n'ont pas besoin de calculer. Elles savent estimer les distances. Ça se fait avec le flux d'images qui défilent sur leur rétine. Quand elles avancent, les images défilent, comme nous. Elles sont capables d'estimer ce flux. Ça s'appelle le flux optique. Il y a beaucoup d'animaux qui sont capables de le faire. Et nous, probablement, on n'est pas sensible.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une abeille, on peut apprendre à une abeille à voler d'ici au haut-parleur, là-bas, sur un fond qui pourrait être tout gris. L'abeille va voler, elle va revenir, puis elle va danser, donc elle va nous dire combien elle a estimé la distance. Puis on peut changer le fond au sol. On peut mettre des rayures comme ça, plein de rayures. L'abeille va voler la même distance, elle va revenir à la ruche, elle va faire une danse. Cette fois-ci, elle va nous donner une distance qui est beaucoup plus élevée. Ah ouais. Et en fait, c'est vraiment ce flux d'images qui a été changé là, en changeant le pattern d'image au sol, qui va indiquer à l'abeille combien elle a volé. Donc il n'y a pas vraiment de calcul. C'est un autre, spatial, c'est un sens qu'elles ont en plus. Exactement. Ah d'accord, excellent. Je savais pas. Oui, je suis ici. J'ai entendu parler d'un, alors je vais dire commerce, de rennes qui sont qu'on emmène dans chez différents apiculteurs pour reconstruire des colonies qui auraient été décimées, par exemple, ou pour les décupler. Et est-ce qu'il y a des problèmes éventuels ou constatés de consanguinité? Ou est-ce que ça n'est... Enfin, bon, je sais pas. Alors, bon, déjà, la consanguinité, c'est quelque chose qui fait partie de la socialité chez ces animaux-là. Hein. Tout le monde est frère, sœur. Voilà, les essaims, les colonies se divisent par fission. Mais d'autres colonies qui s'installent à côté, à un moment donné, peut-être le mâle va s'accoupler avec sa sœur. Bon, ça fait partie de la socialité là, dans ces espèces. Par contre, c'est vrai qu'une femelle s'accouple avec plusieurs dizaines de mâles potentiellement, et que toutes les filles donc, qui sont produites par cette femelle vont être des demi-sœurs. Et on sait que plus il y a de la variabilité génétique dans une colonie, plus cette colonie va être robuste, notamment pour faire face aux maladies, etc. Après, le fait de transporter des reines d'un endroit à l'autre de la planète, ça c'est très mauvais pour la robustesse des populations. Puisque quand on emmène une reine, je sais pas, de Pologne par exemple, ça se fait beaucoup, qu'on la met en France, cette reine apporte des gènes qui sont complètement adaptés à l'environnement polonais, et qui n'est pas forcément le même environnement qu'à Paris ou à Toulouse. Et donc en faisant ça, on casse les adaptations locales, et c'est une des raisons pour lesquelles les abeilles sont si vulnérables aux parasites, notamment. Bon. En fait, ce sont ces abeilles domestiques, ce que je voulais vous dire en introduction, c'est plus vraiment de la biodiversité. Elles n'existent plus à l'état sauvage. Ce sont des animaux d'élevage. La biodiversité des pollinisateurs, c'est le reste. Les abeilles sauvages, et puis tous les insectes dont je ne vous ai pas parlé, les mouches, les coléoptères, les papillons, etc., qui également pollinisent. On se souvient de films terribles comme Des abeilles et des hommes, qui est monstrueux sur les abeilles aux États-Unis pour les amandes. Moi, du coup, j'aime bien les amandes, mais j'ose plus manger d'amandes. C'est terrible. Hein, avec des milliers d'abeilles qui meurent à la fin de la saison, parce qu'on les transporte, on les fait bosser comme des folles, et après, elles meurent d'épuisement, en fait. Bon, mais c'est... Et encore une ou deux questions. Oui, il y a une question qui avait été posée tout à l'heure, mais hors micro, quand on parlait de la parthogénèse. Est-ce que vous pouvez parler du rôle des faux bourdons, ce qu'on appelle les faux bourdons? Oui, pardon. Donc le langage français n'aide pas vraiment. Hein. Abeilles, c'est toutes les abeilles et les abeilles domestiques. Et les bourdons, c'est les bourdons qui sont des abeilles, je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans le langage de l'apiculture, le faux bourdon, c'est le mâle de l'abeille domestique. Et chez ces espèces, comme chez énormément d'espèces d'insectes, d'invertébrés, les mâles, ils ne vivent pas très longtemps et ils ont vraiment une fonction, c'est assurer la reproduction. Donc les mâles, ils sont produits à une période particulière, au printemps. Ils butinent, mais ils ne ramènent rien à la colonie. Donc ils butinent un peu pour eux-mêmes. Et leur rôle, ça va être le jour de la reproduction. Donc les mâles sortent, ils forment une congrégation, on va avoir plein de mâles comme ça qui volent. On ne sait pas trop comment ça se forme. Ils volent dans le ciel et puis ça va attirer les femelles. Ou alors c'est peut-être l'inverse, on ne sait pas. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que les femelles vont trouver des mâles dans ces congrégations et tout le monde va s'accoupler. Et une fois l'accouplement réalisé, les mâles vont mourir. Et les femelles vont rentrer, ça va être les futures reines qui vont pondre des œufs. Ils n'ont pas une vie marrante, hein, les faux bourdons. Hein. Franchement, c'est pas non, fun. C'est pas, c'est peut-être rigolo. Oh, non, ils sont tués en plein vol une fois qu'ils ont enfin bon, bref, c'est pas très gai quand même. Hein. Chez ces animaux extrêmement sociaux, on dit que les mâles, en fait, c'est un coût énergétique pour la colonie de maintenir des mâles, de les nourrir, etc. Donc une fois qu'ils ont réalisé leur rôle,
Bah, il vaut mieux pas dépenser d'énergie pour... Mais j'ai lu que c'était un peu injuste, qu'en fait, ils voulaient bien aider, qu'ils faisaient des choses dans la colonie, etc., mais que c'était pas... je vous assure, hein. Peut-être ils sont mal compris, alors. Mais oui, je pense qu'il faudrait monter une association des pauvres mâles bourdons. Une petite question encore, et oui, après... non, en fait c'est toujours sur cette question des mâles. Là, vous parliez des abeilles domestiques, on est bien d'accord. Et donc, pour les espèces d'abeilles sauvages, est-ce qu'on a cette même répartition des rôles genrés, enfin, que font les mâles, voilà. À ma connaissance, oui, c'est pareil partout. Après, il est possible qu'il existe des espèces où il y a une inversion des rôles, ça existe chez plein d'animaux, où rarement les mâles prennent soin des petits, s'occupent des œufs, etc., etc. Mais j'ai pas connaissance de ça. Ça veut dire que toutes les abeilles solitaires qu'on voit sont toujours des femelles. Les femelles, les mâles, ils sont faits quick. Les mâles, oui. Ah bon? Oui, oui. Ah d'accord. Il vaut mieux être une femelle, hein, chez les abeilles quand même. C'est pas cool d'être un mâle. On vit moins longtemps, c'est peut-être plus intense. Bon, bah, écoutez, je vous propose d'applaudir notre mâle humain.